Je recommence. Donc, insert Canva. Non, arrêtez. Ça va pas être gérable, on a dit dans la bonne humeur, mais au calme. Merci. Donc, insert from my computer. Et là, donc, je vais dans mon dossier de téléchargement, et ce que je veux insérer, c'est la tasse évasée. Il me demande de choisir un plan sur lequel je veux poser mon dessin. Donc, je vais choisir ça. Et je vais faire... Bon, je vais laisser tous les outils par défaut, là, je vais faire OK. Alors, ensuite, je vais aller dans mon arborescence et je vais ouvrir cette image. En fait, c'est un PNG qui est importé. Et en fait, en cliquant droit dessus, je peux faire Calibrate. Et ce qu'il y a d'intéressant... Quelqu'un a une règle ou pas sur lui? Ah, téléphone, c'est vrai que ça peut le faire. Une tasse, ça mesure combien environ? Plutôt, non, entre 5 et 10, je dirais. Comment? Ah bon, très bien, on va voir la réponse. Bon, alors si je me mets à plat, je vais me dire, 7,5. C'est vrai, hein? Alors, bon, c'est juste pour illustrer le fait que là, je vais utiliser un outil qui s'appelle Calibrate. Et en fait, c'est utile d'utiliser ça parce que après, je vais pouvoir redessiner par-dessus mon dessin et tout sera aux bonnes dimensions. Donc, si je prends le haut et le bas de ma tasse, donc je clique une fois en haut, une fois en bas, je suis en train ici de déterminer une distance. Et donc, ici, là, il est à 10 mm, c'est pas la valeur que je veux, ce que je veux, c'est 75 mm. OK? Du coup, là, je redimensionne ma tasse qui prend d'un coup tout l'espace de mon écran. Je dézoome pour la voir en entier. Et ça va être intéressant maintenant de redessiner par-dessus, parce que comme ça, je serai proportionnel par rapport à une tasse réelle. Donc, je vais à nouveau revenir ici et Edit Canva, clic droit, Edit Canva, et je peux le déplacer. Donc, je vais essayer de le centrer ici, de le poser. Je le pose sur l'origine. OK? On remarque ici qu'il y a d'ailleurs quelque chose, je ne sais pas pourquoi ça fait ça, mais elle s'est inversée en fait. Donc là, j'ai ici été dans Horizontal Flip. Okay. Alors, maintenant on va créer un sketch. Par contre, donc ici, je n'ai pas créé de composant parce qu'on a dit c'est pas un assemblage, on n'a pas besoin de créer de composant. Bon, c'est pas, on pourrait en créer un, ça casserait rien à notre design. Donc je vais créer un nouveau sketch, je vais le faire sur ce côté-là. Parce qu'en fait, on pourrait avoir envie de dire, je fais un sketch comme ça, je fais un rond, je l'extrude, et après j'essaie de faire en sorte que le rond ressemble à la tasse. Ça, ça rajoute beaucoup trop d'étapes. Moi, je vais vous proposer quelque chose qui a de bien plus rapide et qui va vous être utile à nouveau, très souvent. Ça va être d'utiliser la fonction revolve. Donc je vais me mettre à plat. Alors je vais quitter ce sketch que je ne veux pas. Je vais me mettre en fait le long de ma tasse comme ça. Je vais dessiner le pied. On va mettre 30. On va mettre 25. Ensuite ça, on va monter un peu, ouais, 10. Et à partir de là, je vais utiliser quelque chose que vous avez certainement déjà vu dans d'autres logiciels, c'est le spline. En français, on appelle ça les courbes de Bézier. Ce sont des courbes qui sont déterminées grâce à ce que j'appelle des petites manettes. Et on va voir tout de suite comment on s'en sert. Donc ici, vous voyez, là, mon sketch, je suis content parce qu'il est entièrement contraint. On va voir qu'avec les splines, ça va tout de suite être compliqué de le contraindre. Mais c'est possible. La règle, quand vous utilisez un spline, je sais que d'habitude, le premier réflexe que vous avez, c'est de faire plein de points. Moi, mon conseil, et d'ailleurs la règle en général pour utiliser un spline,
c'est d'utiliser le moins de points possible. Parce que les manettes permettent de contrôler très précisément l'orientation et enfin, la courbure de sa spline. Donc, je vais faire un point là, un point là et un point là. 3 points, ça ira. Ok, je termine. Et alors là, c'est ici qu'apparaissent les fameuses manettes dont je vous parlais. Que je vais pouvoir choisir, je vais pouvoir les orienter un peu comme je veux. Hop. Et donc, quand je clique sur le point, je peux orienter ma manette, machin. D'après vous maintenant, comment est-ce que je vais contraindre tout ça? Comment est-ce que je vais dire au logiciel, je veux que ça reste à tel endroit et que ce soit une règle mathématique qui indique comment est paramétrée cette spline. Comment? Oui, très bon point. Oui, très bonne chose, parce qu'en fait, là, les points, ils se promènent. Donc, on va fixer les points. Ok, je le fais. Donc, pour fixer les points, il y a une méthode qui est très simple. C'est d'utiliser les coordonnées XY. Comme dans la bataille navale, vous avez un point, vous voulez pas qu'il bouge, vous allez dire, je veux qu'il soit à 5 cm de l'origine, plus sur l'axe horizontal, et 9 cm sur l'axe vertical. Donc là, c'est ce que je vais faire. Donc, D pour dimension, entre ce point et ce point. Et là, en fait, ça dépend de l'endroit où je place ma souris. Mais si je me mets comme ça, j'ai mis une dimension ici qui est de 33,54. Je vais rester avec cette valeur, parce que c'est ça que je veux fixer. Ok, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc là, je viens de déterminer sa distance horizontale par rapport à l'origine, maintenant sa distance verticale. 80. Je vais maintenant faire pareil avec les autres. Et celui-là, il ne bouge pas normalement. Oups. J'ai bougé la manette, mais j'ai pas bougé le bouton. Donc, enfin le point. Mes points, ils sont bien contraints, mais, donc, comme on l'a vu, la manette bouge toujours. Comment puis-je fixer cette manette? Sa position, elle est fixée, puisque le point central de la manette ne bouge pas. On la supprime. Je vous rappelle que c'est presque ça. Ben, en gros, on a une ligne. Donc, comment est-ce qu'on fait pour contraindre une ligne? Alors, tout à l'heure, je l'ai montré avec la correction de... Oui. Oui, on pourrait utiliser des contraintes comme ça, mais là, en l'occurrence, je veux que ça reste comme ça, comme je l'ai designé là, maintenant. Bon, il y a une méthode qui est simple. C'est déjà, vous voyez ici, elle tourne. Hein. Donc, comment je peux l'empêcher de tourner? On va lui donner une contrainte d'angle. Donc, comment est-ce que je fais ça? Oui, un angle par rapport à l'origine. En utilisant quel outil? Oui, dimension. Sketch dimension. Donc, je prends ma ligne plus ça et je détermine un angle. Ok? Et donc là, je reste avec cet angle-là. Je vais faire pareil avec ça. Et pareil avec ça. Oui, oui, je sais. Et pareil avec ça. Maintenant, d'après vous, qu'est-ce qui manque? Ouais. Il faut juste maintenant déterminer une longueur. Alors, maintenant, il faut faire bien attention à ne pas... Parce qu'en fait, celle-là, elle est presque verticale. Donc, si je me décale un peu trop, je vais déterminer une contrainte par rapport à la verticale. Ce que je veux là, c'est vraiment juste qu'elle ne bouge plus de distance. Donc, je vais rester comme ça et dire, je veux que ça reste avec cette valeur. Ici. Alors ici, c'est plus délicat, il faut être bien proche de la ligne. Et là, pareil. Ok? Donc,
Vous voyez où je veux en venir avec ce profil-là? En fait, l'idée, ça va être de le faire tourner autour du milieu de la pièce pour lui demander de constituer une enveloppe. Maintenant, en fait, cette enveloppe, vous vous rappelez, on ne veut pas, quand on modélise en 3D, ne pas avoir d'épaisseur. Donc, il faut que je rajoute une épaisseur. Vous êtes d'accord avec ça? D'après vous, quel outil puis-je utiliser? J'en ai parlé très rapidement tout à l'heure. Avec le... Oui, comment? Le Revolve, on va l'utiliser après. Mais là, je parle toujours de mon environnement Sketch 2D. En fait, je l'ai utilisé tout à l'heure quand on a fait le project. Je vous ai dit, vous voyez, on peut utiliser un pour faire un décalage. Bon, là, je vous l'ai dit en anglais, enfin en français. Offset. Bravo, merci. Donc là, je vais utiliser offset pour prendre en fait ce que je viens de dessiner là et lui rajouter une épaisseur. Donc je pourrais me mettre à l'extérieur ou à l'intérieur. Cet outil est très pratique parce qu'en fait, on prend une géométrie et on recrée la même avec un décalage de X mm. On va dire 3 mm. Donc, mon sketch est toujours entièrement contraint. Je vais relier juste pour avoir une surface fermée, le haut et le bas. Et ça me semble pas mal. Ok? Oui? Ah oui, oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est une option, oui, pour le faire, oui, effectivement. Pas exactement. Bah oui, le offset, ça revient au même que la coque, ouais. Le offset revient au même que la coque parce qu'en fait, on le fait en 2D. Alors maintenant, en fait, ce qui m'intéresse là, c'est... Bon, je fais réapparaître mon Canva. Ce qui va m'intéresser, c'est de faire en sorte que cette... Tiens, c'est un peu trop léger quand même. Je vais revenir à ce sketch. Et je vais changer mon offset. Je vais mettre... je vais mettre... Plutôt 5. Bon, elle est un peu plus épaisse comme ça. Alors maintenant, l'outil qui m'intéresse, c'est Revolve. Donc je vais faire une révolution de cette géométrie, qui est exactement au milieu de ma tasse, autour de l'axe central. Donc je sélectionne un profil. Ça fonctionne vraiment pareil que l'extrude. Donc je fais profil, je sélectionne ça. L'axe, je sélectionne l'axe central, puisque je suis parfaitement aligné à mon axe central. Et automatiquement, il a compris qu'en fait, je voulais faire 360 degrés autour de cet axe. Je vais effacer ici rapidement et je vous montre, en fait, au ralenti, ce que ça fait. C'est en gros, on prend le profil et on le tire jusqu'à qu'il soit à 360. OK? Donc nous avons maintenant quelque chose qui ressemble à peu près à la tasse d'origine. Bon. La révolution peut s'utiliser de la même manière que les extrudes en supprimant de la matière et en ajoutant. Donc si, imaginons que je fasse un cylindre comme ça, je peux très bien ici décider de venir créer un profil ici et de faire des petits zigzags comme ça. Et là, vous allez voir, je suis en train de devenir un artiste en 2 secondes. Il faut juste s'assurer que ça, c'est pas... Et donc ça, maintenant, si je prends ça et que je le fais tourner à l'intérieur de mon cylindre, je peux donc enlever de la matière. Donc je vais faire ici Revolve, et je vais prendre ce profil-là. OK.
Bon, ouais, c'est pas si impressionnant que ça, je pensais que c'est... Bon. Bon, en tout cas, vous pouvez essayer ces outils, ça peut produire des géométries intéressantes parfois. Bon, là, c'est pas incroyable. Alors, maintenant, ce qui va m'intéresser, en fait, c'est de créer l'autre partie de la pièce, qui est la anse. Donc, je vais faire réapparaître mon canevas pour ça. Et là, je vais m'intéresser à ce menu Create Form, qui est, comme je vous le disais tout à l'heure, un peu artistique. Donc, on va ouvrir ça. Et de la même manière que lorsqu'on rentre dans un sketch, on a tout un nouvel environnement qui arrive, et le seul moyen d'en sortir, c'est de cliquer ici sur Finish Form. Alors, les formes, il y a plein de façons d'en créer. On peut créer des boîtes, on peut créer des plans, on peut créer des faces, des balles, des cylindres. Juste pour que vous le sachiez, en fait, je peux créer ici un plan. Je vais juste le faire vite fait pour vous montrer. Et le principe, en fait, de Create Form, c'est que il y a des points que je peux prendre et que je peux déplacer. Donc là, par exemple, cette plaque-là, je peux la tirer, la pousser, dans la rendre concave, convexe. Je peux jouer avec une épaisseur. Et donc, ce qu'il y a de bien, c'est que je peux prendre d'autres parties et on peut rapidement arriver à des géométries intéressantes. Ce qu'il y a d'important à savoir là, c'est que contrairement à d'autres logiciels, je pense à Blender, en fait, dans Blender, on peut très facilement faire ça. Ce qu'il y a de plus difficile dans Blender, c'est de donner du volume à ce genre de pièces. Ici, on a une fonction qui est... ok, donc là, je vais terminer ici. Je vais faire Finish, et si je vais ici dans Create Thicken, qui veut dire épaissir, je prends ça, et je peux lui donner du volume. Ok? Donc ça, je peux l'imprimer en 3D, quoi. Je pense que Jeff Koons, il utilise Fusion. Alors, donc, je reprends ma forme ici, je vais aller dans mon environnement forme. Non, d'ailleurs, je vais supprimer celle-là, je vais en faire une autre. Et donc, cette fois, je vais faire un cylindre pour représenter la anse de ma tasse. Alors, histoire d'être bien aligné, je vais me mettre en vue top. Là, j'ai ouvert mon outil, ce que je veux, c'est l'outil cylindre. Je vais choisir ce plan-là pour me mettre bien à plat et longer ici l'axe rouge. Et là, je détermine la taille de ma anse. OK ? Et là, je vais pivoter. En fait, l'intérêt d'avoir fait cette manip de placement, ça fait qu'elle est parfaitement alignée à ma tasse. Maintenant, ici, ce qui est important, c'est d'ouvrir toujours le menu Edit Form. Et avec ça, je peux sélectionner ma forme et la déplacer un peu librement. Alors, je vais justement utiliser plutôt ces flèches-là. Je vais commencer à me placer ici. Alors, maintenant, en fait, c'est là que je dis, c'est une partie de Fusion qui se maîtrise avec l'expérience. Plus on dessine, plus on regarde, plus on essaie d'améliorer son dessin, plus on fait quelque chose de joli. Sachez notamment quand même qu'il y a des raccourcis à connaître, très importants. Il y en a notamment deux. Il y a le double-clic et le bouton Alt. Le double-clic va permettre de... Parce que là, en fait, là, je reviens ici, Modify, Edit Form. Si je prends ça, et que j'essaie de le déplacer, je vais déplacer qu'une partie de mon arc de cercle. Ce que je veux, c'est déplacer la totalité de mon cercle. Et là, en fait, quand je double-clique, je peux tout déplacer. Ok ? Donc, il faut comprendre que ce cylindre, en fait, se comporte un petit peu comme un tonneau.
Il y en a à qui ça parle. Les tonneaux, en fait, c'est ça. C'est des arceaux qui tiennent, qui maintiennent qui maintiennent le bois d'une certaine forme. Et là, c'est comme si on prenait ces arceaux et on les orientait un peu de la façon dont on veut, la façon qu'on veut. Alors là, je vais essayer de reproduire la forme de cette anse. L'autre raccourci dont j'ai parlé, c'est Alt. Donc si j'appuie maintenant sur Alt et que je déplace en même temps mon arceau, vous avez vu ce qui se passe? J'en crée un autre. Okay. Alors, ici, il y a plein de boutons, ici, il y a plein de commandes. Rassurez-vous, en fait, tout ça, ce ne sont que des raccourcis pour toujours à peu près les mêmes choses. Les flèches, c'est pour des translations. Les barres, comme ça, c'est pour des redimensionnements. La barre ici, elle redimensionne de manière homothétique. Et cette manette-là permet de réorienter. Tous ces raccourcis-là, on les retrouve ici. En fait, c'est les mêmes. Je double-clique. Ah, Edit Form. Modify, Edit Form. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de reproduire le plus fidèlement possible ma tasse. Est-ce que je dois faire impérativement, ma anse pardon, de tasse, ce que je dois faire impérativement, c'est me débrouiller pour que la anse rentre dans la tasse. Sinon, je ne vais pas pouvoir les combiner correctement. Donc là, je vais le mettre ça à peu près orienté comme ça m'intéresse. Donc voilà. Après là, je double-clique sur un arceau, je le déplace. Ça, je peux l'augmenter sa taille, ça serait logique. Ici, on va le déplacer comme ça, l'orienter comme ça. Et bon, l'objectif là, c'est d'essayer de faire quelque chose d'un peu arrondi, joli. Par exemple, cet arceau-là, on va l'orienter un petit peu plus comme ça. Comment? Oui, avec le raccourci Alt. Alors, plus on a d'arceaux, plus c'est difficile à faire. Hein, c'est toujours comme ça. C'est comme les splines. Ça, en fait, on va réduire un peu sa taille. Ok. Bon, c'est satisfaisant ou pas? Ça ressemble pas tellement. Bon, je peux essayer de le mettre un peu plus comme ça. Donc c'est là que je dis vraiment c'est un peu la patience, l'œil de l'artiste qui va faire l'œuvre. Ok. Ça c'est un peu trop gros quand même. Hop, comme ça. Bon, ça m'a l'air crédible. Ok. Donc là je termine. Je vous demande encore 10 minutes d'attention parce que là c'est très important. Là, ça devient un peu plus technique. En fait, je vais terminer ma forme. Là, je considère que ça me convient comme ça. Et là, j'attire votre attention sur le comportement des bodies. Ça, a priori, on n'a pas vu ça encore ensemble. On a un body qui est classique. Il est solide. Il a un pictogramme qui nous indique que là, c'est un body fermé, solide. On peut l'imprimer en 3D. Celui-là, il a un problème. En fait, il y a un symbole qui montre qu'il est ouvert. En fait, c'est un body qui n'est pas solide. Si je fais disparaître le reste, ici, on va voir apparaître très clairement en fait que ce n'est qu'une surface. Je vous renvoie à mon cours d'introduction sur la modélisation 3D, les logiciels de modélisation surfacique et les logiciels de modélisation paramétrique. Là, on est dans une notion de surface. On a juste créé des surfaces. Comment, d'après vous, on pourrait faire pour construire un vrai solide à partir de ça? Alors épaissir, mais le problème d'épaissir, c'est que du coup ça va avoir un tuyau avec un creux à l'intérieur. Mais remplir, remplir, ça me va plutôt bien. Alors, il y a des outils dans Fusion qui sont faits pour ça, qui sont
qu'on va trouver dans l'environnement surface. Donc l'environnement surface, c'est pas mal quand même, ça permet de faire des choses intéressantes. Notamment ici ce bouton patch, où on va pouvoir en fait sélectionner un élément et dire je veux créer un patch dessus. Donc ça, retenez que c'est comme un drap que vous allez mettre par-dessus un trou. Voilà, je bouche le trou et ça va créer une autre surface en fait. Un autre body qui n'est pas fermé. Oula. Donc là, j'en ai un là, et il m'en faudrait un autre en bas. Patch, ici. Je sélectionne l'extérieur du tuyau, et je fais OK. Donc là, j'en ai 3. Et il y a une dernière action à réaliser ici, qui est stitch, qui veut dire en anglais coudre. Et retenez cette image du drap. En fait, on a mis des draps pour boucher les trous, et maintenant, on stitch pour les fermer. Donc, très pratique, on a une forme, une géométrie un peu particulière, on met un drap, et après on coupe. Du coup, ça nous donne une forme pleine. Et c'est ce qui va se passer ici. Donc, on va sélectionner Stitch, cet élément, cet élément, cet élément, on coupe tout ensemble. On va laisser le niveau de tolérance par défaut, parce qu'il peut y avoir des petits jeux entre les pièces qui ont été dessinées, et je fais OK. Et là, donc de nouveau, mon body est sous la forme qu'on a l'habitude de voir, solide. Maintenant, par contre, j'ai toujours un problème, c'est que ma tasse et ma anse ne sont pas d'un seul tenant. Ça, j'aime pas. Ça veut dire que je peux bouger ça. Je peux bouger ça. Et ça me va pas. Ok ? D'après vous, comment puis-je mélanger ces deux éléments ? Vous vous rappelez, je vous ai beaucoup parlé de composants et de la logique qu'il faut avoir avec les composants. En fait, là, on est un peu en train de voir l'autre penchant qui est la pâte à modeler. En fait, quand on joue avec des bodies, c'est qu'on joue avec de la pâte à modeler. On joue avec des éléments qui sont faits pour constituer des choses d'un seul tenant. Là, donc, on n'est pas dans une logique d'assemblage, on est dans une logique de former un tout. Alors, on va utiliser une fonction qui est combine, tout simplement. Vous ne pouvez pas le savoir, elle est ici. Et quand on clique là-dessus, ça nous génère ça nous ouvre cette palette d'outils dans laquelle on va choisir quel élément on veut combiner avec lequel. Cet outil de combine, c'est assez puissant en fait dans Fusion, parce qu'il sait faire des choses avec une mathématique intelligente qui peut produire des bonnes... En fait, ça, ce sont des opérations booléennes. C'est-à-dire qu'on prend un ensemble, on le mélange avec un autre, et on dit si on veut que l'ensemble il serve à supprimer un autre ensemble ou à former un tout. Là, l'opération qu'on veut, c'est un join. On pourrait décider que c'est un cut. On pourrait dire que cette anse cut l'intérieur de cette pièce. On pourrait dire aussi qu'on veut garder que l'intersection. Bon, c'est un peu bizarre. Ici, on va faire un join. Et quand je vais faire OK, normalement, mes deux bodies n'en feront plus qu'un. Donc là, mon jeu de pâte à modeler est terminé. J'ai assemblé mes deux éléments. Là, je vous demande d'apprécier 2 secondes le fait qu'on puisse, en fait, maintenant que j'ai fait cette manipulation, je peux utiliser filet pour fileter ces parties-là et donner un aspect un peu arrondi à l'endroit où ils se rejoignent. Et là, on voit que Fusion, il sait réfléchir, quoi. Pas mal, quand même, l'arrondi qu'il me fait, là. OK. Ici, je vais juste arrondir le haut parce que j'ai pas envie de me couper les lèvres en buvant. Ouf. Oh, j'ai trop demandé là.
Bon, là, c'est pas mal. OK. Donc, une dernière chose sur cette tasse, et après je vous laisse faire l'exercice. Mais si je vous rajoute des choses, en fait, c'est pas par hasard, c'est parce que c'est dans l'examen. Donc, la dernière chose, ça va être de remplir cette tasse. Donc, il est possible de remplir une tasse, il est possible de remplir un contenant et de voir en fait la matière qui reste quand on la remplit. Alors, je vais ici construire un offset plane. Donc je commence par construire un offset plane pour dire en fait à quel niveau ça va être rempli. Donc, ça, le offset plane, on a vu. Je prends mon plan de base, je choisis une hauteur, et on va dire que le T sera à cette hauteur. OK? Et là, je vais aller dans Create Boundary Fill. Boundary Fill qui veut dire, en fait, je vais remplir jusqu'aux frontières, remplir jusqu'aux limites. Je vais cliquer dessus. Il me demande ici de choisir les outils, donc la tasse et le plan. Et le deuxième point, c'est de choisir les cellules. Donc je crois que celle qui m'intéresse, c'est celle-là. Donc là, je choisis la cellule du milieu, qui est en fait le contenu de ma tasse jusqu'aux limites du plan que je viens de créer. Je fais OK. Et on voit qu'ici, il y a donc du liquide qui a été versé, mais ce n'est pas du liquide, parce que par défaut, la matière, c'est de l'acier. On pourrait décider de changer ça en liquide de l'eau. Voilà. Et ça pourrait vous arriver qu'on vous demande quel est le contenant de votre modèle 3D. Auquel cas, vous allez dans ce body-là qui a été créé, qui est en fait l'eau. Clic droit, Properties, et ici on voit apparaître en fait la masse. Donc on a quasiment 100 grammes d'eau. C'est assez équilibré comme choix. OK.